Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast Speak Théâtre. Aujourd'hui, nous recevons l'équipe du spectacle Perdrix qui se joue en ce moment au Théâtre Le Palace à 16h20, sauf les mercredis. Donc, je vais présenter un petit peu tout le monde. Laure Kenza Azizou, bonjour. Bonjour. Clara Simkovic, bonjour. Bonjour, vous l'avez bien prononcé. Ah oui. Oui, j'ai travaillé. Je veux pas louper le truc. Je veux pas le louper. Lily Bourguignon, bonjour. Bonjour. Et Laurent Kider, bonjour. Bonjour. Alors, lequel de vous quatre va avoir le dur labeur de pitcher ce spectacle? Est-ce que ce serait peut-être toi, Laure Kenza, puisque tu en es aussi l'autrice? À toi, Je peux avec grand plaisir. Alors, Perdrix, on aime dire que c'est comme un road movie, mais au théâtre. Un road movie surnaturel, fantastique, un peu délirant. 3 jeunes paumés qui se rencontrent dans l'enceinte d'une grande ville bétonnée et qui vont se mettre en route vers un lac dont un des personnages, la jeune femme, rêve toutes les nuits. Donc cette jeune femme, accompagnée d'un petit garçon qui s'appelle Jean, qui est chasseur de profession, et de son grand frère, va marcher vers ce lac. Et ensemble, ils vont traverser les paysages de la ville, une ville très mystérieuse, fortifiée, puis un pont, et puis jusqu'à la campagne où, à ce lac, eh bien, quelque chose de terrible et de mystérieux les attend tous les 3. Cette marche, elle est guidée et rythmée par la présence d'un narrateur qui est interprété par Laurent Kider et qui se charge d'évoquer les paysages traversés, les événements, aussi les péripéties qu'ils traversent. Et puis elle est aussi rythmée par une bande-son, une création sonore et musicale qui a été composée spécialement pour le spectacle. Et voilà, qui se charge aussi de raconter toute cette atmosphère un peu surnaturelle qu'on décrit dans le spectacle. Quelles ont été les références que tu avais en tête lorsque tu as écrit ce Perdrix, ce road trip? Un peu des films dans le style de Thelma et Louise ou des choses comme ça, peut-être? Alors non, pas tout à fait Thelma et Louise, même si j'aime pas mal ce film. Au niveau littéraire, c'est vraiment un univers très empreint de celui de Maeterlinck, donc cet auteur belge du XXe siècle qui a comme ça créé des situations assez universelles, très simples. Par exemple, Péléas et Mélisande, une jeune femme qu'on rencontre au pied d'une fontaine et qui ne dit mot, qui semble ne pas avoir de passé et être une sorte de figure un peu éternelle et qui va être comme ça l'objet de désir de tout un petit monde qui vit dans un château. Il y a aussi La mort de Tintagiles de Maeterlinck, l'histoire d'un petit garçon qui est pourchassé par une reine qui veut attenter à sa vie. Des situations comme ça, toujours très simple, je ne saurais pas utiliser d'autres adjectifs, mais qui convoquent énormément de sensations profondes qui touchent à quelque chose qui est vraiment derrière l'esprit, une sorte de... Voilà, qui touche un peu au subconscient, etc. Et cet univers du rêve et puis aussi du cauchemar. Et au niveau musical, les influences, elles sont un peu celles de Carpenter, où il y a des sortes de claviers comme ça, un peu mystérieux, un peu de genre qui échafaudent cette ambiance, voilà. Il y a un côté très psychologique lorsque tu décris un petit peu tes références et le thème de ce spectacle. On a la sensation qu'il y a beaucoup de psychologie dans l'écriture et même dans ce qui va se passer autour de tous ces personnages. Alors, il y a psychologique, peut-être, moi je dirais surtout, en fait vraiment, c'est des personnages qui traversent des états d'âme, des sortes de crises existentielles qui sont dans une solitude existentielle. Donc il y a cet aspect-là, mais plutôt qu'un aspect psychologique, ça touche vraiment à un aspect très sensible en fait. Voire sensuel, c'est des personnages dont la perception est altérée, ils voient des choses, ils entendent des choses, ils ressentent des choses qui sont anormales, étranges, et voilà, c'est plutôt cet aspect-là qu'on essaie de viser. Est-ce que c'est ta première pièce en tant qu'autrice? Oui, c'est ma première pièce en tant qu'auteur. Et au Festival d'Avignon. Alors là, autre question, est-ce que c'est ta première pièce en tant que comédienne? Même à vous tous d'ailleurs, est-ce que c'est votre premier spectacle en tant que comédien à Avignon? Oui. Oui, Laurent? Oui. Ouais. Lily? Oui, moi aussi. Aussi? Alors non, moi j'ai joué l'année dernière dans un spectacle qui s'appelle Ma vie en aparté, avec une grande comédienne qui s'appelle Bérangère Dautin, mais par contre c'est la première fois que j'amène, parce qu'on a créé la compagnie avec Louis Blanchot et Laure Kenza Azizou, la compagnie Brisfer, donc c'est la première fois qu'on amène un spectacle
la première fois que nous tant que produisons un jeune spectacle. compagnie. Voilà, en tant que jeune compagnie. L'année dernière, j'étais seulement comédienne dans un projet. C'était tout autant un travail prenant, mais c'est un autre travail. Justement, en tant que jeune compagnie, comment vous ressentez un premier festival d'Avignon, surtout aussi compliqué que celui-là l'est avec les décalages des dates et tout? Comment avez-vous ressenti ce début de festival? Alors, moi, j'ai le sentiment que c'est aussi le début d'un festival particulier parce que voilà, il a été avancé. C'est vrai que ça a été assez éprouvant de commencer le 29 alors que très peu de festivaliers étaient là. Donc, on était un petit peu tous en train de errer dans Avignon. Mais en même temps, c'était pas mal parce que ça nous a permis de roder le spectacle. Nous, on a vraiment... construit ce spectacle en très peu de temps. On a monté la compagnie au printemps 2024 et la mise en scène s'est faite aussi dans le même temps parce que ce spectacle a été présenté en lecture à Paris pendant 2 dates, mais on n'avait pas encore la mise en scène. Le spectacle a été sélectionné donc sur dossier avant que la mise en scène soit créée. Donc on a fait tout ça en même temps, la mise en scène, la production de cet Avignon en 3 mois. Donc on est arrivé avec déjà 3 mois de travail très intense. Donc c'est une expérience intense mais qui est très formatrice et qui est pleine de rencontres et vraiment c'est de pouvoir jouer ce spectacle déjà pendant 20 dates. C'est vraiment une super expérience artistique et professionnelle. Que ce soit sur la production et pouvoir rejouer comme ça tous les jours avec très peu de laps de temps entre les représentations. C'est pas toujours le cas quand on est à Paris et là c'est vraiment c'est super de pouvoir vivre ça en tant que jeune compagnie. De le vivre pleinement. Lily, Laurent, peut-être vous vouliez... Non, vous êtes d'accord avec vous êtes d'accord avec cela. Lorsque vous avez découvert le texte de Laure Kenza, là je parle vraiment à tous les trois, comment l'avez-vous, je vais pas dire assimilé, mais comment l'avez-vous appréhendé dans l'interprétation? Ah, c'est des questions très dures, oui. Alors, moi déjà, quand j'ai découvert le texte, j'étais tout bonnement épaté par l'écriture de Laure Kenza. Je ne m'attendais pas à découvrir une langue aussi poétique et aussi sincère, donc ça m'a cueilli dès le début. Et du coup, moi, je suis arrivé un petit peu par le côté dans cette expérience, parce que Laure Kenza, elle avait du coup écrit ce texte avec 3 rôles, et elle avait besoin pour des lectures qu'elle organisait à Paris d'un lecteur de didascalie. Et du coup, elle m'a appelé, et c'est comme ça que j'ai intégré la distribution. Au fil des lectures, il y a eu un entrain, en tout cas un désir qui s'est manifesté de la part de plusieurs personnes de m'intégrer à la distribution. Et voilà, donc moi je suis arrivé un peu comme ça, quoi, sur le qui-vive. Mais c'était génial. Moi je voue une admiration totale à Laure Kenza et à toute l'équipe, évidemment. Mais c'est toujours épatant de voir une jeune femme qui se construit et qui le partage avec autant de sincérité et autant de pudeur aussi. Donc, voilà. Lily, à ton tour. Oui, moi l'écriture, donc quand je l'ai lu pour la première fois, c'est une écriture très poétique, très non pas lyrique, mais vraiment pleine de poésie. Et c'est vrai que moi je suis encore en école et j'ai passé toute une année à travailler le concret, donc la modernité, parce que j'ai une tendance facile vers la poésie et à poétiser. J'aime beaucoup les mots, donc à poétiser ce que je dis. Et donc j'ai passé toute cette année à travailler le concret et je suis arrivée sur ce spectacle. Et donc mon premier réflexe dans l'interprétation du texte, ça a été d'essayer de le concrétiser. Et en fait, pour la première fois, on m'a dit non, tu vas le dire comme de la poésie et comme il est écrit. Et du coup, j'ai eu le travail inverse à faire, mais qui est tout aussi intéressant et qui en fait est tout aussi compliqué, parce que on peut se dire que c'est plus facile de lire la poésie telle qu'elle, mais en fait de vraiment faire parvenir de la poésie. Et c'est plus un travail qui est fait en ce moment dans les écoles de théâtre. Enfin, je veux dire, c'est pas ce qui est mis en avant. Et voilà. Mais c'était très intéressant, et comme chemin de travail, c'était très intéressant. Et toi, Clara, donc ton personnage Alors, moi, j'ai eu la chance de
lire ce texte vraiment à sa genèse quand Laure Kenza a commencé à l'écrire. Et donc j'ai vraiment eu la chance de pouvoir voir l'évolution de ce texte qui, comme le disait Laurent, a énormément évolué. Au début, voilà, il n'y avait pas de narrateur, c'était simplement des didascalies, puis ce narrateur a pris une ampleur nécessaire, vraiment essentielle. Donc j'ai vraiment vu le chemin du début jusqu'à maintenant et je suis hyper fière de ce projet et de ce qu'on présente là aujourd'hui à Avignon parmi ces 1800 spectacles. Et comment j'ai appréhendé... C'était quoi exactement la question? Comment j'ai appréhendé le rôle ton personnage? Oui. Ça a été pour moi assez difficile parce que, comme le disait un petit peu Lily, au début on a présenté donc, ce texte en lecture et il y avait vraiment un travail qui est vraiment très différent quand on passe le texte à la mise en scène. C'est plus du tout la même chose. Ce qui est montré en lecture derrière un pupitre ne peut pas être exactement la même chose sur un plateau. Ça peut pas être la même chose sur un plateau de théâtre. Et du coup, pareil, j'ai dû vraiment faire un travail pour sortir du concret. On fait beaucoup, c'est vrai dans les écoles, beaucoup d'efforts pour que les comédiens arrivent à rendre un texte très naturaliste, quotidien presque. Et il a fallu faire ce chemin inverse, de plonger totalement dans cette étrangeté, dans une langue et une manière de dire le texte qui n'a rien à voir avec le monde réel, puisqu'on bascule dans un autre monde dans cette pièce de théâtre. Et ça a été très intéressant aussi de faire ce cheminement inverse et qui n'était pas le cas exactement aux lectures. Donc ça a été très riche et très enrichissant. Très enrichissant. Et juste pardon pour préciser, du coup Clara joue le petit garçon, un petit garçon de 10 ans qui tue des oiseaux, c'est son métier, un petit garçon très glouton, et Lily joue Flavia, donc une jeune femme qui se réveille dans cette ville, celle qui rêve du lac toutes les nuits, et deux sortes de bizarreries humaines qu'il fallait. Moi je suis hyper fière du travail qu'elles fournissent. Elle les campe dans cette singularité plus que nécessaire au rôle, et elle les habite parfaitement. Mais pour être encore plus précis dans les rôles, même toi, Laure Kenza, tu as un rôle dans ce spectacle. Bon, tu en es l'autrice, tu l'as co-mis en scène avec Louis Blanchot, comme on l'a dit tout à l'heure, mais tu joues aussi dans ce spectacle et ton rôle, il est un petit peu particulier, puisque je te laisse dire qui est-ce que tu interprètes dans ce spectacle, toi. Alors moi, j'interprète le rôle de Yann, donc le grand frère de Petit Jean. Je suis le grand frère de Clara. C'est à peu près ça là. Et donc Yann, c'est un garçon de 18 ans, donc qui vient de la campagne, qui a quelques soucis affectifs, qu'il essaie de combler, on va dire de compenser avec une sorte d'attitude grossière et pleine de suffisance. Il a aussi un problème avec l'alcool. Bon, de toute façon, cette pièce brasse plein de sujets, n'expose, on va dire, visiblement aucun sujet, mais en fait raconte plein de choses, et notamment l'addiction. Ils sont tous un peu addicts. Flavia est addicte à l'amour, à une sorte de fantasme amoureux qu'elle a. Petit Jean, il était addict à la chasse, et puis ce jeune homme-là de 18 ans est addict à l'alcool. Ça parle un peu de ces réalités d'un monde rude comme ça, et donc ce garçon est très rude, et il a 18 ans, et c'est un garçon, donc c'est assez éloigné de qui je suis, mais très intéressant à travailler, et j'aimerais bien ne pas trop en dire sur le spectacle, mais il a d'autres aspects de sa personnalité qui étaient particulièrement challengeants à camper en tant que jeune femme. Parce qu'il a un rapport aux femmes, du coup, qui est aussi très contrarié. Et donc ça, c'est tout plein de questions qui sont interrogées par la mise en scène et par le fait qu'hormis Laurent, donc il y a cette position légèrement extérieure puisqu'il narre l'histoire que nous jouons, Lily, Clara et moi. Ces trois femmes au plateau qui, entre un petit garçon, un jeune homme et une jeune femme, racontent ce drame, prennent en charge ce drame. Donc sans trop en dire. Non, on va pas trop dévoiler le spectacle. Mais il y a on a l'impression, quand tu en parles, qu'il y a beaucoup de sujets d'actualité qui sont présents dans ce texte, à travers la personnalité de ces trois personnages et de ce qu'ils vont vivre pendant ce road trip
Il y a beaucoup d'écho à l'actualité, j'ai l'impression, non? Ou alors c'est bon? Non. Moi, je pense c'était pas du tout pour. En fait, je pense qu'on est obligé d'écrire de façon actuelle, parce que moi, voilà, je suis une jeune femme qui vit, à Paris en ce moment. On est une jeune troupe, donc évidemment, il y a une actualité, je veux dire, intrinsèque à ce qu'on dit, à ce qu'on véhicule, même sur scène en tant qu'acteur, artiste, voilà, même sur de la musique et tout ça. On est avec notre temps, on est dans notre temps, même si on voulait ne pas l'être, ce serait impossible. Et après, je dirais que la pièce n'énonce pas les sujets qu'elle traverse. C'est pas du tout une pièce avec un libellé. On pourrait dire, ah oui, c'est une pièce qui parle du coup de la vie de la campagne, des injustices sociales, du manque de perspective qu'on peut avoir parfois en tant que jeune quand on vient d'un certain milieu, de la difficulté de s'aimer, de ces choses d'addiction, du suicide, de plein de choses. Mais en fait, ça ne dit jamais que ça parle de ça, mais on espère que les tirades et les échanges entre ces jeunes gens, et ce qu'évoque aussi la musique, la mise en scène, peuvent raconter cette réalité vécue, sans qu'on semble défendre une thèse ou une autre. On n'est vraiment pas là pour défendre quoi que ce soit. On est là pour partager, vivre une sorte d'expérience commune avec les spectateurs en leur échangeant justement un peu de la réalité de ces personnages. Donc voilà. Et pardon, vas-y. Non, j'allais dire au contraire, moi j'ai le sentiment que cette pièce évoque des sujets qui de tout temps ont été actuels, c'est-à-dire des sujets très simples, l'amour, la déception amoureuse, l'addiction, les liens fraternels, l'enfance, la ville, la campagne. Il se trouve que ce sont des sujets actuels aujourd'hui, mais qui en fait de tout temps sont là. C'est pas une pièce qui parle vraiment d'une instantanéité ou au contraire. Elle pourrait être intemporelle. Ouais. Voilà, vraiment, pour le coup, à tel point qu'on bascule dans un autre monde, mais qui vraiment évoque, il y a quelque chose d'intemporel dans cette pièce. D'ailleurs, la pièce n'est jamais située, que ce soit géographiquement ou temporellement. Il y a une sorte de brassage, là aussi, vraiment inspiré de Maeterlinck, qui est donc un auteur du XXe, mais qui a écrit dans des univers qui semblent très moyenâgeux, mais tellement croisés, tellement hybrides, qu'on se demande est-ce que c'est post-apocalyptique, est-ce que c'est moyenâgeux. Et pareil, d'un point de vue géographique, tout ce qu'on sait, c'est qu'on quitte une ville fortifiée. Ça pourrait être Avignon, mais ça pourrait être Paris. Il y a un certain moment, un peu fantasmé. Mais ils traversent un pont, ils arrivent à la campagne. Quelle campagne, quelle ville, quel pont, on le sait pas. Et voilà, comme ça, on essaie de... C'est plutôt des figures dans des paysages, mais c'est pas situé en tout cas. Il n'y a jamais de nom, jamais d'époque. Non. Et même du coup la langue, vu qu'elle est très inventée. Enfin, donc les deux frères parlent dans un patois régional, mais donc et moi un patois un peu de chez moi d'origine, mais aussi un patois fictionnel, que j'ai un peu construit comme ça de briques et de broc. La jeune femme parle dans un autre patois qui est lui plus emprunté au roman amoureux du 19e siècle. Donc en fait tout ça crée une hybridation qui fait que on plonge vraiment, en tout cas je l'espère, c'est notre souhait dans comme tu le disais Clara, dans un univers autre. Et justement, parce que tout à l'heure tu parlais d'emmener le public là où le spectacle va. Quels ont été les premiers retours du public que vous avez eus à la sortie aux sorties du spectacle depuis que vous avez commencé le festival? Je vais prendre la parole parce que déjà moi il y a un moment que j'adore dans ce spectacle, c'est quand le noir final arrive. Il y a 1 minute de silence où nous on distingue du coup au bout d'1h15 le public et on voit un silence d'1 minute et au bout d'1 minute les gens commencent à applaudir, les lumières se rallument et on sent qu'il y a quelque chose qui s'est déposé, comme si on avait vécu un monde ensemble pendant 1h15, le temps s'est arrêté, on est passé dans un autre monde et souvent je pense que les gens, en tout cas des retours qu'on a eus, ressortent un petit peu hébétés. Comme si ils avaient pris, je sais pas, une substance, ils sont en redescente de quelque chose, ils ont besoin d'un sas de décompression, si je puis dire. Parce que la pièce ne donne aucune réponse. Elle questionne. Je pense à des endroits certainement intimes pour chacun. Et du coup, y a tellement de sujets qui sont évoqués, comme on l'a dit juste avant, que certainement il y a des choses qui restent dans l'air, d'autres que certaines personnes arrivent à attraper. Mais il y a des personnes qui me disent mais j'ai envie de revenir une deuxième ou une troisième fois parce que je sens bien qu'il y a des choses que j'ai saisies, mais d'autres qui me
voilà, qui m'ont échappé. Passé. Voilà, donc je pense que aussi c'est une pièce qui est dense à plein d'aspects, que ce soit la mise en scène, le texte et la mise en jeu aussi, enfin la mise en forme en tout cas de cette œuvre. Et du coup, ouais, c'est le public est actif, on le rend actif, on fait travailler son imaginaire et on est là dans cette optique-là. Donc il ne peut pas être passif. C'est impossible. La construction de cet objet ne permet pas ça. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ressortent un petit peu en mode le cerveau a chauffé, quoi. Il a bien chauffé. On a l'idée avec Louis, qui n'est pas là, mais c'est vraiment une idée à laquelle il tient énormément au théâtre. Donc Louis qui vient plutôt du cinéma, même carrément, qui est un ancien critique et puis aussi un metteur en scène mais de cinéma et un auteur de cinéma. Lui, donc, je l'ai emmené au théâtre quand on a commencé à travailler ensemble. Et puis, il a vraiment eu une sensation à laquelle il tient beaucoup, c'est sur scène, on fait une partie du travail, mais le spectacle, il atteint son, comment on appelle ça, il se parachève dans l'esprit du spectateur. C'est le spectateur qui finit le spectacle, qui le sublime dans son esprit, en résonance avec ses propres choses à lui, quoi. Et donc voilà, et on espère que c'est ce qui se produit. En tout cas, voilà, pas mal des retours qu'on a, c'est ça. Chacun ressort avec son morceau du spectacle, de cette histoire, et c'est très différent. Il y a des choses qui frappent certains spectateurs et qui n'en frappent pas du tout, enfin qui ne frappent pas du tout les autres, et inversement. Donc c'est là où, en fait, comment nous, l'histoire qu'on révèle sur scène va s'entrechoquer avec l'histoire intime de chaque spectateur, et c'est cette combinaison, ce travail comme main dans la main avec le spectateur qu'on trouve particulièrement intéressant. Et chacun a sa propre vision, en fait, lorsqu'il ressort de ce spectacle. Chacun des spectateurs a sa propre vision, a son propre imaginaire qui a travaillé pendant 1h15, c'est ça. Alors, petite question, après donc, cet Avignon qui j'espère se terminera sous de bonnes augures, je touche du bois pour vous, quel va être l'avenir de Perdrix ? Est-ce qu'il va partir en tournée ? Est-ce qu'il va peut-être débarquer dans son entièreté à Paris ? Est-ce que quelque chose est prévu pour le moment ? On espère, on fait cet Avignon pour ça, pour diffuser le spectacle au maximum. Nous, on a vraiment envie de diffuser le spectacle au maximum, que ce soit à Paris, en région, auprès de publics scolaires, d'universités. On est vraiment... on attend de cet Avignon aussi que certaines personnes se saisissent aussi du spectacle. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on arrive à faire. On arrive à faire venir un petit peu de monde, de professionnels. Donc ça, c'est chouette. Et on espère être programmé soit dans un théâtre ou alors faire des dates ponctuelles à certains endroits, dans plusieurs villes en France. On sera visible en 2025 à la Moisson d'été. Là, on a fait notre résidence technique en Bourgogne. Voilà, on a été très très gentiment, même plus que gentiment, on a été superbement accueillis par cette équipe qui nous ont permis de faire toute notre créa lumière avec Rémi Boudal, notre créateur lumière. Voilà, donc on sera visible à ce moment-là. Et aussi, on a le désir très fort de faire une version radiophonique, fiction radiophonique de cette pièce, grâce au narrateur notamment, et puis à tout le travail sonore de Margot Barneau, la créatrice, qui a été repris donc par Antoine Barra, notre ingénieur du son. On pense que on a vraiment la possibilité de faire quelque chose d'immersif à écouter. Donc voilà, ça c'est un des projets pour la rentrée là aussi. Sachant qu'en plus, au niveau de la mise en scène, c'est assez léger. Il n'y a pas 3 tonnes de décor. C'est pas quelque chose de problématique pour une tournée à venir ou une programmation à Paris. Nous sommes purs. Nous sommes purs. En fait, on est là juste. Ce à quoi on travaille, c'est des sortes de praticables qui sont comme des estrades pour rehausser un tout petit peu le niveau, puisqu'on joue dans une salle, donc au Palace, qui est un ancien cinéma qui, d'un point de vue perspective, n'était pas optimal pour que tous les. En fait, par exemple, Flavia est souvent. Il y a des personnages qui sont assis, allongés, qui dorment et tout ça. Donc, on a juste créé comme ça des niveaux. C'est les seuls décors qu'on a. Sinon, toute la pièce vit dans une brume et dans une lumière aussi assez caractéristique qui vient dessiner comme ça les espaces du drame. Donc, on est léger. On est léger. Vous êtes léger en décor, mais vous êtes lourd en talent. On espère. On prend. Vu les échos, je pense que ça doit être ça. Et je sais que, puisqu'on va bientôt arriver à la fin de ce podcast, je sais que vous vouliez le terminer d'une manière assez particulière que les autres personnes que l'on a reçues en podcast. Donc, moi, je suis absolument d'accord et je suis même... là, je vais être vraiment... Je ne vais pas dire un mot, je vais être simple spectateur.
Alors, pour terminer ce podcast, je vais me mettre un peu à l'écart et je vais laisser nos chers comédiens vous offrir une petite surprise. Je ne dis plus rien. Ainsi, le jeune homme, le petit garçon et la jeune femme se mettent en route. La fin du pont découvre un horizon plus vaste encore, des champs à perte de vue, le plat d'un pays qui s'étend à l'infini. Ainsi, ils marchent. Autour d'eux, dans la brume, les formes se succèdent. La forme d'une passerelle, la forme d'une grange, la forme d'un moulin et près d'un rue asséché, celle des ruines d'une chapelle. Ils contournent des carcasses de vélos, passent par-dessus d'innombrables clôtures de grillage et de bois. La jeune femme lève à peine les yeux sur les tonnes de montagnes de foin, sur le métal immense des pylônes électriques. Son regard, comme celui du jeune homme, épouse un but lointain et pour l'heure invisible. Aucun ne converse, tous se contentent de murmurer un de ces chants qui donnent du courage aux marcheurs. Des heures et des heures durant, leurs muscles s'activent, se tendent et se détendent dans une transe régulière. Et peu à peu, ils s'approchent. Ils s'approchent. Ramenez-vous, bon Dieu. C'est chic ici. Le petit garçon est incroyablement rouge et transpirant. Je suis tout au bout. J'ai jamais été usée pareil, puis j'ai une dalle que ça me fait mal au bide. Je vais crever de faim. Moi non plus, je ne me sens pas très bien. Mate-moi ça, belette. Le jeune homme cueille une fleur. C'est bon pour ce que t'as. C'est pas en ville qu'on fabrique des machins pareils. Y a personne qui peut te designer un machin comme ça. Fini, poupée. La crasse fumante des moteurs, les trottoirs renflés, les bêtes rongeuses d'ordures, les piles de bureaux, la vie en tonneau, puis les fruits dégueulasses. Ici, on vit pour vrai. Puis on se pieute à même la lune. Ici, on dîne. Quand vient le soir, on installe des tables dans les jardins. Sur l'herbe fraîche de septembre, on se nourrit d'un bon pain. On comprend les bêtes, puis celle piégée dans notre assiette, on lui fait fête. On chante ici. On a nos vieilles histoires, on a notre vieux jardin. On goûte, on ramasse des cerises pour le dessert. On en ramasse des roses jaunes, puis des rouges sans. On se balade à vélo. On roule des kilomètres de champs puis de forêts. On se connaît ici. On voit les choses changer. On voit les gens se marier. Puis les maisons se construire. Le vent se lève et dégage quelque peu le ciel. C'est que les types sont des vrais mecs ici. Ils sortent avec la même nana depuis le collège. Ils bossent. Ils reprennent le terrain de leurs vieux, le boulot de leurs vieux, jusqu'à avoir des grosses mains comme eux, des crevasses dans les doigts, des trous dans les mains, comme leurs vieux. Regardez, Quoi donc? La jeune femme montre quelque chose dans le ciel. là, derrière la brume, regardez. Je la vois. Moi aussi. Une perdrix. Une perdrix bleue. Elle est pas bleue, ça existe pas une perdrix bleue. Tu vois bien que si. Non, Elle est magnifique, tout ce bleu, on dirait qu'il brille. tu vas pas t'y mettre, toi. Il y en a d'autres, regardez. On entend les chants de plusieurs perdrix au loin, puis plus près, puis au loin de nouveau. Des centaines. Des milliers, Comme elle chante. comme elles dansent. C'est magique. C'est fantastique. C'est la fatigue, ça s'appelle une alu. Moi, avec la picole, ça m'arrive un jour sur deux. Mais d'où est-ce qu'elles arrivent toutes? C'est absolument magnifique. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais alors, Kenza, c'est vrai que radiophonique, ça, avec les voix que vous avez. Alors, Et oui, puis avec le bruit des perdrix qu'on pourrait mettre, ah ça ouais, pourrait être et la super. musique qui est absolument sublime. Vraiment, ça, je pense que même radiophoniquement, ça sera aussi un élément supplémentaire qui pourra donner encore plus envie aux gens de venir découvrir ce spectacle. Eh bien, écoutez, il ne me reste qu'à vous remercier tous les quatre. Je rappelle,
Perdrix au théâtre du Palace, tous les jours sauf les mercredis à 16h25. 16h20. 16h20, pardon, 16h20. Si vous arrivez à 16h25, vous ne pourrez pas rentrer. Donc non, c'est 16h20, pardon. Alors, soyez pas en retard. Même si c'est de ma faute, soyez pas en retard. Allez découvrir ce très très beau spectacle. D'ailleurs, là, je vais devoir vous libérer parce que vous allez jouer en plus aujourd'hui. C'est ça. Donc, il me reste plus qu'à vous remercier. Et nous, on se retrouve très prochainement avec un nouveau podcast Speed Théâtre. Très bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.